Aïcha, vendue enfant comme domestique, a grandi ignorée par sa propre mère, piégée par un secret honteux. Un simple test ADN a brisé ses chaînes, mais aussi son cœur. Aujourd'hui, elle vit debout, fière de son nom, transformant sa douleur en lumière pour tous ceux qu'on veut réduire au silence. C'est l'histoire d'une cicatrice qui devient racine. La fillette sous la pluie. Le ciel est bas, couleur cendre. La pluie tombe drue sur le petit village de Bantako, niché au bout d'une piste de sable rouge. Entre les cases en banco, des flaques se forment, trempant les pieds nus des enfants qui courent après un ballon troué. Assise sur un vieux tabouret, une petite fille de 8 ans regarde fixement sa mère. Elle s'appelle Aïcha. Ses petites mains serrent un nounours déchiré qu'elle garde toujours contre son ventre, comme un bouclier invisible. Dans la case, la lumière est presque éteinte. Une lampe tempête vacille. La mère, Fatou, une femme maigre au regard fuyant, plie minutieusement les vêtements de sa fille dans un sac en plastique usé. « Maman, pourquoi tu mets mes habits dans ce sac ?» demande Aïcha d'une voix si petite qu'elle se perd presque dans le bruit de la pluie. Fatou ne répond pas. Elle évite le regard de l'enfant, préférant fixer ses propres pieds. Un coup sec à la porte fait sursauter Aïcha. Un homme grand, sec, habillé d'un grand boubou bleu, entre. C'est Baba Sow, un cousin éloigné qui fait la navette entre les villages et la ville. Son sourire est faux, planté sur un visage déjà tourné vers l'argent. « Alors c'est elle ?» demande Baba Sow, d'une voix trop douce. « Oui », murmure Fatou. Aïcha baisse les yeux, sentant une vague froide lui glacer l'échine. Baba Sow ouvre une sacoche, en sort 2 sacs de riz bien fermés et un billet froissé. « C'est tout ce que j'ai pu avoir. » dit-il en posant les sacs à côté de Fatou. La mère hoche la tête, les lèvres serrées. Elle pose une main sur l'épaule de sa fille, mais ses doigts tremblent comme une feuille sous le vent. « Tu vas aller avec ton oncle, ma fille. Là-bas, tu mangeras bien, tu seras sage, hein ?» Sa voix se brise. « Tu seras bien ?» Aïcha veut parler, dire, non, supplier. Mais aucun mot ne sort. À la place, elle serre plus fort son nounours contre sa poitrine. Elle entend les gouttes frapper le toit comme un tambour de guerre. Le tonnerre gronde au loin. Baba Sow s'impatiente. « Dépêche-toi, la route est longue. » Fatou se penche, embrasse la joue humide de sa fille. Son baiser a le goût du sel, celui des larmes qu'elle retient depuis des jours. « Pardonne-moi, Aïcha » chuchote-t-elle. Mais Aïcha ne comprend pas. « Pardonner quoi ?» Baba Sow empoigne la main de l'enfant, la tire dehors. La boue s'infiltre entre ses orteils nus. Devant la case, le vieux pick-up les attend. À l'arrière, des sacs de manioc et de charbon, mais pas de place pour elle. Alors il la jette à l'avant, entre ses genoux et un vieux bidon. Aïcha regarde derrière la vitre sale, sa mère est toujours là, sous la pluie, la tête baissée, les bras le long du corps. Elle ne fait pas signe. Elle ne crie pas son nom. Elle laisse la voiture s'éloigner, avalée par la piste de sable et la forêt qui se referme derrière. Aïcha colle son nounours contre sa joue mouillée. Elle ferme les yeux pour ne pas voir le visage de Fatou disparaître. Dans sa tête, une question tourne, encore et encore. Où est-ce qu'on m'emmène ? La pluie continue de tomber. Dans le fracas du tonnerre, personne ne l'entend sangloter. La maison sans fenêtre. Le vieux pick-up de Baba Sow traverse la ville à l'aube. Les immeubles gris se dressent comme des géants de béton. Aïcha, collée contre la portière, serre toujours son nounours, désormais sale et trempé. Le bruit des klaxons, les cris des marchands ambulants, les étals de légumes. Tout est nouveau. Elle ferme les yeux pour oublier qu'elle ne reverra plus jamais la cour poussiéreuse de Bantako. Il s'arrête devant une grande maison au portail en fer forgé, gardée par un vigile qui mâche un cure-dent. Baba Sow descend, fait claquer la portière. « Allez, descends !» Aïcha pose un pied, puis l'autre. Le gravier blesse ses pieds nus. La maison est peinte en blanc, avec des fenêtres hautes couvertes de rideaux opaques. On n'y voit presque rien de l'extérieur. Une femme attend sur le perron, Madame Kébé. Une grande dame, coiffée d'un foulard immaculé, un panier neuf bien serré autour de sa taille. Ses bras sont croisés, son regard, froid comme la brume du matin. « C'est elle ?» demande-t-elle sèchement. « Oui, madame. Une bonne fille. Obéissante. Pas un mot plus haut que l'autre. » dit Baba Sow, le sourire mielleux. Aïcha baisse les yeux. Madame Kébé l'examine comme on regarde un vieux meuble, elle attrape son menton, le tourne à gauche, à droite. Elle pince ses joues pour vérifier la dentition. Mince mais robuste. Ça ira. Elle fait signe à Baba Sow de partir. L'homme attrape les sacs de riz, compte l'argent dans ses poches, siffle joyeusement avant de disparaître derrière le portail. La grille claque. Aïcha se sent soudain plus petite que jamais. Madame Kébé se penche vers elle, son parfum trop fort lui pique le nez. « Ici, tu es chez moi. Pas de bavardage. Pas de bêtises. Tu travailles, tu obéis. Sinon... » Elle lève la main,
laisse planer sa menace comme une ombre. Aïcha hoche la tête. Son nounours tremble contre son ventre. La chambre sans lumière. On la conduit dans la cour intérieure. Des carreaux cassés, une marelle à moitié effacée. Des rires d'enfants derrière une porte fermée. Aïcha a envie de courir jouer, mais elle sait déjà qu'elle ne pourra pas. Une vieille bonne, tante Diarra, lui montre un petit débarras au fond du couloir, à côté de la buanderie. C'est ici que tu dormiras, dit-elle sans émotion. À l'intérieur, un vieux tapis déchiré, un seau, une natte roulée. Pas de fenêtre. Aïcha pose son nounours dans un coin, se blottit contre lui. C'est chez nous, maintenant, murmure-t-elle à l'oreille de sa peluche. Les jours sans fin. Dès le lendemain, Aïcha enfile un vieux pagne et un t-shirt troué que tante Diarra lui tend. Elle apprend à laver les draps à genoux, à frotter les sols jusqu'à s'en écorcher les mains. Elle sert le thé, la soupe, les plateaux. Elle se lève avant l'aube, se couche après tout le monde. Les enfants de la maison, 2 garçons et une fille, l'appellent la fille sans nom. Ramène-moi de l'eau, la fille sans nom. Frotte mes chaussures, la fille sans nom. Un jour, elle laisse tomber un verre. Madame Kébé entre comme une tempête. Regarde-moi ça. Tu veux tout casser ici? Hein? Une claque sèche. Les oreilles d'Aïcha bourdonnent. Elle ramasse les morceaux de verre avec ses doigts déjà écorchés. Les mots de la nuit. La nuit, seule sur son tapis, elle chuchote à son nounours. Maman disait que j'allais manger à ma faim ici. Elle n'a pas menti. Mais la nourriture qu'on lui laisse est froide, les restes raclés au fond des marmites. Alors elle ferme les yeux. Dans ses rêves, elle revoit Bantako, la cour rouge, sa mère qui lui chantait une berceuse. Elle ne sait plus si ce souvenir est vrai, ou seulement un mensonge pour ne pas devenir folle. Le journal volé. Les jours se ressemblent, gris et silencieux, mais dans la tête d'Aïcha, chaque petite étincelle de curiosité devient une braise. Elle a maintenant 11 ans. 3 ans qu'elle frotte, balaie, astique la grande maison sans jamais lever les yeux. Un matin d'août, Madame Kébé et Monsieur Kébé s'absentent pour un long déjeuner chez des amis riches. La maison est étrangement silencieuse. Les enfants sont chez leurs cousins. Tante Diarra, la vieille bonne, est endormie dans la cuisine, la bouche entr'ouverte, ronflant comme un chat rassasié. Aïcha se retrouve seule, un balai à la main, devant la grande bibliothèque du salon. C'est une pièce qu'on ne lui laisse jamais nettoyer sans surveillance. Elle hésite. La curiosité lui ronge le ventre. L'appel des secrets. Elle se hisse sur la pointe des pieds, passe un chiffon sur les reliures. Des livres épais, aux couvertures de cuir craquelées. Certains titres sont effacés. Elle aperçoit un vieux cahier coincé entre 2 gros volumes de droit. Il est recouvert d'une poussière grise. Elle le sort prudemment, comme si elle tenait une braise. Elle jette un œil par-dessus son épaule, personne. La respiration lourde de tante Diarra s'échappe de la cuisine. Aïcha s'assoit à même le tapis du salon, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle caresse la couverture, carnet de souvenirs Monsieur Kébé. Elle ouvre la première page. L'écriture est tremblante, presque enfantine. Je promets de retrouver ma fille. Même si elle est loin, même si on me l'a arrachée. Elle lit encore. Les pages parlent d'une femme tombée enceinte trop jeune, d'un père qui aurait vendu l'enfant pour protéger la réputation de la famille. Chaque mot résonne comme une goutte de poison dans les veines d'Aïcha. Ses lèvres bougent sans qu'elle s'en rende compte. Ma fille? On me l'a arrachée. Elle tourne les pages à toute vitesse, le cœur battant. Elle sent que ces mots la concernent, qu'il murmure son nom sans jamais l'écrire. Les pas dans le couloir. Soudain, un craquement. Elle se fige, le carnet serré contre son ventre. Des pas feutrés dans le couloir. La voix sèche de Madame Kébé fend l'air. Aïcha. Où es-tu? Panique. Elle referme le carnet à la hâte, mais ses doigts tremblent trop fort pour le replacer derrière les livres. La porte du salon claque. Madame Kébé entre, ses talons claquent sur le carrelage. Ses yeux tombent aussitôt sur le carnet, sur la petite fille agenouillée, coupable, le souffle court. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de fouineuse? Crache-t-elle. Elle lui arrache le carnet des mains, le feuillette rapidement, comprend ce qu'Aïcha a vu. Tu crois que tu peux fouiller dans mes affaires? Tu crois que tu as ce droit? Elle lève la main. La gifle claque comme un coup de fouet. Le goût du sang monte dans la bouche d'Aïcha. Elle ne pleure pas. Elle fixe Madame Kébé avec une question muette. Pourquoi? Mais Madame Kébé détourne le regard. Ses lèvres tremblent, ses yeux brillent, mais la haine regagne vite sa place. Si je te reprends encore à toucher à mes affaires, je t'enverrai à la rue, tu entends? Elle pousse Aïcha du bout du pied, comme une bête morte. Aïcha ramasse son nounours, caché sous la table, et s'enfuit sans un mot. Les promesses de la nuit? Dans sa minuscule pièce, Aïcha tremble de colère. Elle caresse l'oreille déchirée de son nounours et murmure, « Un jour, je saurai tout. Même si ça me brûle le cœur. » Le carnet est retourné dans la bibliothèque,
mais dans sa tête, chaque mot est gravé. Elle ne sait pas encore comment, mais elle le jure, elle percera le secret de ses veines. La jeune servante qui rêve. Les années passent comme un fleuve sale que l'on ne peut pas remonter. Aïcha a maintenant 17 ans. Ses mains, trop grandes pour une enfant, sont fendillées par la lessive. Ses genoux portent encore les cicatrices des carreaux qu'elle a frottés chaque matin. Mais son regard, lui, est plus aigu que jamais. Elle ne pose plus de questions à voix haute mais dans sa tête, elle gronde. Chaque geste de Madame Kébé, chaque phrase de Monsieur Kébé, chaque éclat de colère, chaque larme surprise dans l'ombre, tout alimente un puzzle qu'elle reconstitue en silence. L'invitation volée. Un matin, la grande maison s'agite, des invités importants vont dîner ce soir. Aïcha astique l'argenterie, repasse des nappes brodées. Elle n'a jamais goûté à ces plats qu'elle prépare, jamais effleuré ses verres où le vin pétille. Dans la cuisine, elle entend Madame Kébé donner ses ordres, tout doit être parfait. Ils ne doivent voir aucune crasse, aucune trace de notre misère passée. Notre misère passée? Ces mots lui vrillent le cœur. À table, plus tard, cachée derrière la porte battante, elle surprend des bribes de conversation. Et ta fille, Fatou, tu n'as jamais eu de ses nouvelles? Chut! Devant tout le monde? Coupe Madame Kébé, la voix aiguë, presque tremblante. Monsieur Kébé boit son vin sans un mot. Aïcha sent ses jambes faiblir. Fatou? Sa mère, là-bas au village, s'appelait Fatou. Elle plaque une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot qui monte. L'ami inattendu. Tard dans la nuit, après le départ des invités, Aïcha nettoie seule la salle à manger. Une nouvelle employée l'observe, Salimata, une femme d'une trentaine d'années, embauchée depuis 2 semaines. Elle essuie les verres, ses yeux ronds braqués sur Aïcha. Tu sais que tu lui ressembles, murmure-t-elle soudain. Aïcha fronce les sourcils. À qui? Salimata se penche, essuie le même verre depuis trop longtemps. À Madame Kébé. Quand elle était jeune. Même le grain de beauté sous ton œil, c'est exactement le même. Aïcha se fige. Elle n'a jamais entendu ça. Elle veut répondre, tu dis n'importe quoi, mais sa gorge est sèche. Salimata s'approche. Tu n'as jamais trouvé ça étrange? Tes cheveux, tes yeux, ta peau? Elle se voit elle-même quand elle te regarde. Et ça la rend folle. Aïcha lâche le torchon, tremble comme une feuille sous l'orage. Pourquoi elle me ferait ça, si je suis? Parce qu'un secret pourri vaut mieux que la honte, ma petite. Elle reste là, silencieuse. Entre elles, les verres brillent, parfaits, mais leur cœur, eux, se fissurent un peu plus. Un rêve minuscule. Cette nuit-là, Aïcha ne dort pas. Sur son vieux tapis, elle tient son nounours contre sa joue, comme quand elle avait 8 ans. Et si? Et si elle était plus qu'une simple domestique? Et si, derrière la gifle, la voix dure, il y avait un fil de sang, un nom qu'on lui avait arraché? Elle ferme les yeux. Dans son rêve, elle se voit dans une maison toute simple, où personne ne lui hurle dessus, où elle mange à table, où on l'appelle « ma fille », sans qu'elle ait besoin de le mériter. Dans un murmure, elle promet à son nounours, « un jour, je trouverai ma vérité. Même si ça me détruit. » La dispute au salon. Il fait lourd ce soir-là. Dans la grande maison, la climatisation tousse, mais n'adoucit pas la chaleur qui colle au mur. Aïcha a 17 ans, mais ce soir, ses mains tremblent comme celles d'une vieille femme. Elle essuie pour la 100e fois le même vase en porcelaine dans le salon, histoire de rester là, histoire d'entendre ce qu'elle n'a pas le droit d'entendre. Les mots de trop. Madame Kébé et Monsieur Kébé sont rentrés plus tôt que prévu. Ils ont mangé en silence. Maintenant, ils se tiennent face à face au milieu du grand salon aux rideaux tirés. Les ombres jouent sur leurs visages tendus. Aïcha, agenouillée derrière le canapé, retient sa respiration. Elle n'a jamais entendu Monsieur Kébé hausser le ton ce soir, sa voix est un rasoir. Combien de temps tu vas encore mentir? Hein? Crache-t-il, les yeux rougis par la colère. Madame Kébé croise les bras, mais sa mâchoire tremble. Ce n'est pas un mensonge. C'est un choix qu'on a fait pour la famille. Un choix? Tu l'as vendu, Aminata. Une gamine? Théo sang. Aïcha sent le sol se dérober sous ses genoux. Vendu? Ton sang? Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il ne l'entende. Madame Kébé recule, comme frappée par un fantôme. C'est toi qui m'as laissé seule. C'est toi qui m'as forcé à la cacher. Si tout le monde avait su, on aurait tout perdu. Monsieur Kébé frappe la table basse du poing. Le vase qu'Aïcha vient de nettoyer tressaille. Tu crois qu'on n'a pas tout perdu? Regarde-toi. Tu la vois chaque jour, cette fille, et tu la traites comme un chien. Elle est là, sous tes yeux. Aïcha veut se lever, sortir en courant, mais ses jambes refusent de bouger. Sa tête bourdonne, elle parle de moi? C'est de moi qu'il parle? Une mère en fuite. Madame Kébé se laisse tomber sur le canapé. Ses épaules secouées de sanglots qu'elle tente de ravaler. Tu ne comprends pas. Mon père me l'aurait arraché de toute façon. Il m'aurait tué, moi aussi.
Alors je l'ai laissé partir? Monsieur Kébé s'assoit à côté d'elle. Sa colère retombe, mais sa voix est lourde de dégoût. Et après tout ça, tu as eu le courage de la reprendre comme domestique. Sans jamais lui dire? Sans jamais la serrer contre toi. Aïcha entend le mot « reprendre ». Elle pose une main sur sa bouche. Ses souvenirs explosent. La pluie, la porte de la case, sa mère baissant les yeux. Fatou. Aminata. Madame Kébé. Tout se mélange. Le vase brisé. Un bruit de verre la ramène au présent. Dans un geste maladroit, elle fait basculer le vase. Il explose sur le sol en mille éclats. La dispute s'arrête net. Les deux se retournent, découvrent Aïcha figée derrière le canapé, les yeux rougis, la respiration courte. Madame Kébé se lève, furieuse. Qu'est-ce que tu faisais là? Espionner? Sale petite fouineuse. Aïcha recule. Ses lèvres tremblent. Elle veut demander « Pourquoi ?», mais aucun son ne sort. Monsieur Kébé regarde sa femme, puis Aïcha. Ses yeux se remplissent d'un chagrin qu'elle ne comprend pas. Il murmure presque pour lui-même « Pardonne-moi, petite. Tout ça, c'est à cause de nous. » Aïcha ramasse un morceau du vase. Dans le reflet, elle voit ses larmes couler sur un visage qui n'est plus celui d'une simple servante. Un fil de sang. Elle quitte la pièce en silence, le cœur en feu. Dans sa minuscule chambre, elle se recroqueville contre son nounours. Les mots tournent en boucle, ton sang, vendu, reprendre. Elle sait maintenant que son secret n'est plus un rêve. C'est un poison. Un poison qu'elle doit boire jusqu'à la dernière goutte. Le test interdit. La nuit tombe sur la grande maison, mais Aïcha n'a pas trouvé le sommeil. Les mots de la dispute lui brûlent encore la peau, ton sang, vendu, reprendre. Elle tourne en rond dans sa minuscule pièce, le nounours serré contre son ventre. Elle sait maintenant que ce n'est plus un doute. C'est une vérité qui attend son heure pour exploser. Salimata, l'éclaireuse. À l'aube, elle trouve Salimata dans la cour, penchée sur un seau de linge. Aïcha, d'ordinaire si silencieuse, la hèle d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. Salimata. Tu m'as dit que je lui ressemblais. C'est vrai, hein? Salimata lève la tête, ses bras tremblent dans l'eau froide. Petite sœur, ça se voit à ta bouche, à tes yeux, même ta façon de marcher. Aïcha s'agenouille, chuchote, je veux être sûre. Mais je ne sais pas comment. Salimata regarde autour d'elle pour vérifier que personne ne les écoute. Elle essore un drap, baisse la voix, il y a un petit laboratoire dans le quartier derrière le marché. Ils font des tests ADN, même pour les pauvres comme nous. Mais ça coûte cher, et si Madame Kébé l'apprend, elle te jettera dehors. Aïcha ne cligne même pas des yeux. Sa voix est ferme, je m'en fiche. Il faut que je sache. La mèche de cheveux. La nuit suivante, quand tout le monde dort, Aïcha se glisse dans la chambre de Madame Kébé. Elle a le cœur prêt à exploser. Madame Kébé ronfle doucement, un bandeau de soie sur les yeux. Aïcha s'approche de la coiffeuse, y trouve une brosse encore pleine de cheveux fins, noirs, identiques aux siens. Elle retient sa respiration, arrache une petite mèche qu'elle glisse dans un vieux sachet de thé. Un craquement dans le couloir la paralyse. Elle se plaque contre l'armoire, le sachet caché dans sa poche. Mais ce n'est que Monsieur Kébé qui rentre de la salle de bain. Il la voit, leurs yeux se croisent une seconde, remplis de peur et de honte. Il détourne le regard sans un mot. Aïcha quitte la chambre en courant, ses jambes tremblantes comme celles d'un oiseau blessé. Le prix du sang. 2 jours plus tard, un vendredi, Salimata lui glisse un petit billet roulé. C'est tout ce que j'ai pu épargner. Moi aussi je veux savoir pour toi, petite sœur. Elles prennent une pause sous prétexte d'aller acheter du savon au marché. Le laboratoire est une minuscule échoppe coincée entre un tailleur et un vendeur de cartes téléphoniques. Une femme en blouse blanche les reçoit. Ses yeux se posent sur Aïcha comme on regarde une enfant perdue. Tu es sûr? Tu as ton échantillon? Aïcha sort la mèche, ses doigts tremblent. C'est ma mère. Je veux juste savoir. La femme hoche la tête, emballe le tout. Reviens dans 10 jours. 10 jours. 10 éternités. Le secret à protéger. Sur le chemin du retour, Salimata lui glisse la main. Si elle découvre ce qu'on a fait, elle te chassera, tu le sais? Aïcha serre les dents. Alors je partirai. Mieux vaut être à la rue avec la vérité qu'enfermée ici avec des mensonges. Quand elles franchissent le portail, Madame Kébé les attend, les bras croisés. Où étiez-vous? Vous croyez que je ne vois rien? Aïcha baisse les yeux, salue poliment. Au marché, madame? Madame Kébé la fixe. Un frisson parcourt Aïcha, est-ce qu'elle devine? Mais la maîtresse soupire, tourne les talons. La prochaine fois, ne traînez pas. Aïcha entre dans la maison, son cœur bat trop fort. Elle sent que chaque minute est un fil tendu prêt à se rompre. Mais dans sa poche, elle porte son dernier espoir, un sachet de thé vide, et un secret qui, bientôt, n'en sera plus un.
La vérité explose. Les 10 jours d'attente sont un supplice. Aïcha se réveille avant l'aube, dort après minuit. Ses gestes sont mécaniques, balayer, récurer, ranger, sourire en silence. Mais à l'intérieur, un volcan bout. Chaque fois qu'elle croise Madame Kébé, elle se demande « Est-ce que tu sais que je sais ?» Et chaque fois, la maîtresse détourne le regard, comme si le mensonge était un mur qu'elle refusait d'escalader. L'enveloppe. Ce matin-là, Salimata lui glisse un signe de tête. Elle se faufile hors de la cour, prétextant acheter du charbon. Le petit laboratoire est toujours là, coincé entre un menuisier et un vendeur de beignets. La femme en blouse blanche les reçoit avec un air grave. Elle tend une enveloppe scellée, fine comme un coup de couteau. C'est écrit noir sur blanc. Courage, petite. Aïcha serre l'enveloppe contre sa poitrine. Ses doigts tremblent tellement qu'elle n'arrive pas à la décacheter. Salimata prend une grande inspiration, attrape la feuille à sa place. Elle lit à voix haute, une phrase sèche comme un verdict. Compatibilité génétique 99,9%, lien maternel confirmé. Aïcha ferme les yeux. Un grand silence se fait dans sa tête. Puis une vague de larmes la submerge. Le chagrin plus fort que la colère. Salimata pose ses mains sur ses épaules. Petite sœur, tu le savais au fond de toi, hein? Aïcha secoue la tête. Je voulais que ce soit un cauchemar. Mais maintenant, c'est réel. Je suis sa fille. Et elle m'a traité comme une esclave. Ses genoux lâchent. Elle s'assoit sur le trottoir, au milieu des mouches qui tournent autour des beignets, les passants qui ne la voient même pas. Elle pense à toutes ces nuits à dormir sur un tapis sale, à toutes ces gifles, à chaque mot qui lui disait qu'elle ne valait rien. Tout ça, alors qu'elle était du même sang. Salimata murmure, tu es forte, Aïcha. Maintenant, tu dois lui dire. Tu ne peux pas garder ça en toi. Mais Aïcha ne répond pas. Son regard est perdu loin, comme si elle voyait encore le visage de Fatou, la mère du village. Elle m'a vendue. Et celle-ci m'a reprise, pour me briser encore plus. Le retour à la maison. Elle marche jusqu'à la maison. Aïcha tient l'enveloppe comme une bombe prête à éclater. Dans la cour, Madame Kébé les aperçoit. Elle fronce les sourcils. Où étiez-vous encore? Et qu'est-ce que tu tiens là? Aïcha avance, le regard droit pour la première fois depuis 10 ans. Ses mains tremblent mais sa voix est ferme, c'est la vérité, madame. Notre vérité. Elle tend l'enveloppe. Madame Kébé hésite, la prend d'un geste sec, l'ouvre. Ses yeux courent sur la feuille. Elle blêmit. Ses lèvres s'ouvrent mais aucun mot ne sort. Tu savais, hurle Aïcha, la voix brisée. Tu savais que j'étais ta fille. Et tu m'as laissé dormir dans la buanderie. Madame Kébé recule, s'accroche au dossier d'une chaise. Ses mains tremblent, ses yeux brillent de larmes qu'elle ravale. C'était pour ton bien? Pour le bien de la famille? Aïcha rit, un rire nerveux qui finit en sanglots. Mon bien? Mon bien? Les domestiques s'attroupent. Même Monsieur Kébé arrive, essoufflé, alerté par les cris. Le monde s'écroule. Aïcha jette l'enveloppe à terre. Regarde ce que tu as fait. Regarde-moi. J'ai grandi sans rien. Même pas un prénom. Même pas un lit. Tout ça pourquoi? Pour que tu gardes ton honneur? Madame Kébé tombe à genoux, la tête entre ses mains. Son chignon soigné se défait, son foulard glisse sur ses épaules. Pour la première fois, Aïcha voit une mère brisée mais ça ne suffit pas à recoudre ses blessures. Elle recule, prend une grande respiration. Ses yeux brillent d'une force nouvelle. Elle murmure pour elle-même, je ne suis plus ta servante. Je ne suis plus ta honte. La fissure irréparable. Elle tourne les talons. Dans son dos, les sanglots de Madame Kébé se mêlent au murmure des domestiques. Aïcha serre son nounours contre elle comme quand elle avait 8 ans. Elle n'est plus la fille sans nom. Mais elle n'est pas encore libre. Elle sait que la vraie fuite, la vraie renaissance, commence maintenant. La confrontation. La nuit est tombée sur la grande maison comme un voile de cendre. Dans la buanderie, Aïcha est assise par terre, adossée au mur, son vieux nounours sur les genoux. Ses yeux sont rouges, mais secs, elle n'a plus de larmes. Depuis que la vérité est sortie, tout son corps est en tension, prêt à exploser. Une porte entrebâillée. Une main frappe doucement la porte. C'est Monsieur Kébé. Il tient une lampe tempête qui projette des ombres tremblantes sur ses traits fatigués. Aïcha, ma petite, tu peux me laisser entrer? Elle ne répond pas. Il pousse la porte de lui-même, s'assoit sur une chaise branlante, face à elle. Il soupire, comme si chaque mot qu'il s'apprête à dire coûtait une vie entière. Elle n'a jamais cessé de penser à toi, tu sais. Elle a eu peur. Elle a cru bien faire. Mais... Aïcha lève les yeux, glaciale, elle m'a vendu. Puis elle m'a racheté comme on rachète une chèvre. Et toi? Tu le savais? Monsieur Kébé baisse la tête. Je l'ai appris trop tard. J'étais jeune, lâche, j'ai préféré me taire. Aïcha serre son nounours. Sa voix tremble,
Pourquoi? Pourquoi me garder ici si c'est pour me frapper, me faire dormir sur un tapis, me traiter comme une esclave? Le hurlement. La porte s'ouvre violemment. Madame Kébé entre, les yeux bouffis, le foulard défait. Elle tombe à genoux devant Aïcha. Ses mains s'agrippent aux genoux de sa fille comme à une planche de salut. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Sanglote-t-elle. Je t'en supplie, ma fille. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est la honte? La peur? Le père que j'avais? Aïcha se dégage brusquement. Elle se lève, la surplombe comme une juge. Me frapper, c'était m'aimer? M'humilier, c'était m'aimer? M'appeler la fille sans nom devant tes enfants, c'était ça ton amour? Madame Kébé claque des dents. Elle tend la main vers la joue d'Aïcha, mais la jeune fille recule. Ne me touche pas. Le poids du secret. La lampe tempête projette leurs ombres sur le mur décrépit. Monsieur Kébé s'éclaircit la voix, tu peux rester. Nous allons réparer ça. Nous allons tout offrir maintenant. Aïcha éclate d'un rire amer. M'offrir quoi? Un vrai lit? Une chambre? Des habits? Il est trop tard. Tout ce que je voulais, c'était un prénom. Une étreinte. Une chanson avant de dormir. Vous m'avez volé ça. Madame Kébé sanglote de plus belle, je peux te donner tout ce que tu veux? Je te laisserai tout. Je suis ta mère. Aïcha la fixe droit dans les yeux. Non. Tu es ma prison. La décision. Elle attrape son petit baluchon, un pagne, quelques habits, le nounours rapiécé, le papier du test ADN plié dans une vieille enveloppe. Elle repousse la main de Madame Kébé, contourne Monsieur Kébé. La voix de sa mère la poursuit. Tu vas où? Sans se retourner, Aïcha dit simplement, chercher la paix. Loin de toi. Elle sort de la pièce. Ses pas résonnent dans le couloir sombre. Elle entend encore sa mère hurler son nom, son vrai nom, qu'elle prononce pour la première fois à haute voix, Aïcha. Aïcha. Reviens. Mais Aïcha ne se retourne pas. Elle descend les escaliers, pousse la porte d'entrée. L'air de la nuit la frappe au visage comme une gifle douce. Elle respire. Elle est enfin à l'air libre. La fuite. L'air de la nuit est lourd, humide, mais pour Aïcha, c'est la première bouffée de liberté qu'elle respire depuis 10 ans. Elle serre son baluchon contre sa poitrine, 3 pagnes, un savon à moitié usé, son vieux nounours rapiécé, et cette feuille, le test ADN, pliée au fond d'une poche comme une grenade prête à exploser. Elle avance dans la ruelle silencieuse derrière la maison, ses pieds nus effleurant les flaques laissées par la pluie du matin. Chaque pas est un coup de couteau dans ses souvenirs, mais aussi une couture nouvelle sur sa peau meurtrie. Adieu sans retour. Derrière elle, la maison blanche dort ou fait semblant. Elle imagine Madame Kébé, agenouillée dans le salon, ses sanglots étouffés par les rideaux. Elle imagine Monsieur Kébé qui regarde le portail, la bouche sèche, trop tard pour rattraper quoi que ce soit. Mais Aïcha ne se retourne pas. Elle traverse le quartier, se faufile entre les étals endormis du marché, respire les odeurs de bananes noircies, de pain rassis, de charbon humide. Une main tendue. Au coin d'une rue, sous un lampadaire grillé, Salimata l'attend. Ses yeux brillaient déjà de larmes avant même de la voir arriver. Petite sœur, tu vas où maintenant? Aïcha serre ses doigts gelés. Je vais là où personne ne me mentira plus jamais. Salimata ouvre son vieux sac en toile. Elle sort 2 billets froissés, une miche de pain, une petite bouteille d'eau. Kia. C'est pas grand-chose, mais ça te portera plus loin qu'ici. Aïcha la prend dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent aimée sans condition. Salimata lui glisse à l'oreille, n'oublie pas, tu n'es pas la honte de ta mère. C'est elle qui a porté sa honte sur toi. Mais toi, tu es libre, maintenant. Le quart de minuit. Aïcha marche encore, jusqu'à la gare routière. Des lampadaires grillés, des chiens errants, des valises trouées. Le quart de minuit attend déjà, moteur ronronnant comme un animal prêt à fuir. Le receveur la regarde, étonné. Toute seule? Elle hoche la tête, tend les quelques pièces que Salimata lui a données. Il soupire, lui fait signe de monter. Aïcha trouve une place au fond, contre la fenêtre sale. Son nounours sur ses genoux, son front posé contre la vitre froide. Quand le moteur vrombit, elle ferme les yeux. Elle revoit la petite case en banco où elle jouait sous la pluie. Elle revoit sa mère, Fatou ou Aminata, ou peut-être les deux. Elle revoit les couloirs, les carreaux sales, la bibliothèque, l'enveloppe. Partir pour se trouver. Le quart démarre. La ville s'éloigne, avalée par la nuit et les phares jaunes. Chaque virage efface un peu plus la douleur, même si la cicatrice restera, tatouée sous sa peau. Elle murmure à son nounours, on est encore pauvre, mais au moins on est libre. Et pour la première fois depuis des années, Aïcha s'endort. Pas sur un tapis poussiéreux. Pas sous le regard d'une maîtresse cruelle. Mais dans un car qui l'emporte vers un monde où elle aura le droit de porter son nom sans avoir honte. Les veines retrouvées.
Des années ont passé depuis la nuit où Aïcha a fui la grande maison blanche. Le car l'avait déposée dans une petite ville à l'autre bout du pays. Personne ne l'Y connaissait. Personne ne savait qu'elle était la fille sans nom. Et pour la première fois, ce vide a été sa liberté. La renaissance. Aïcha a travaillé partout où ses mains trouvaient place. Serveuse, vendeuse de beignets, aide ménagère chez des gens plus justes, qui l'appelaient par son prénom. Elle a économisé pièce par pièce, souvent affamée, mais chaque billet était un pas vers la dignité. Elle a fini par s'inscrire à des cours du soir. Apprendre à lire pour de vrai. Apprendre à écrire son nom Aïcha Kébé. Elle le griffonnait sur chaque page de son cahier, comme pour l'ancrer à jamais dans le monde. La première conférence. Aujourd'hui, Aïcha a 25 ans. Elle porte un foulard simple, un tailleur noir emprunté à une amie, et un badge où son nom brille sans honte. Elle se tient devant une petite assemblée, des jeunes filles, des femmes, quelques hommes. Elle raconte son histoire, sa voix tremble mais ne cède pas. On m'a vendue comme domestique quand j'étais une enfant. J'ai vécu comme une esclave dans la maison de ma propre mère. Je ne savais même pas que j'avais le droit d'être aimée. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on peut nous prendre un toit, un nom, une enfance, mais pas notre lumière. Dans la salle, une mère essuie ses larmes. Une jeune fille prend discrètement la main de sa sœur. Le nounours témoin. Après la conférence, Aïcha ouvre son petit sac. Dedans, le vieux nounours est encore là, recousu 1000 fois. Elle le montre aux enfants qui s'approchent timidement. C'est le seul qui savait qui j'étais. Même quand moi je l'avais oublié. Gardez toujours quelque chose qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Un enfant lui demande, « Et ta maman? Tu l'as pardonnée ?» Aïcha soupire. Elle regarde le ciel à travers la fenêtre. J'ai pardonné pour ne pas mourir de haine. Mais je n'ai plus besoin d'elle pour exister. Je suis ma propre racine, maintenant. Un nom, enfin. Elle rentre chez elle, un petit studio décoré de plantes qu'elle arrose comme on soigne un jardin secret. Elle pose le nounours sur l'oreiller, déplie le papier jauni du test ADN. Elle ne le regarde plus avec colère. C'est juste une preuve qu'elle n'est pas née pour être invisible. Elle s'assoit à son bureau, ouvre son ordinateur. Elle écrit ces mots pour un dossier qu'elle veut publier. Je m'appelle Aïcha Kébé. Je n'ai plus peur de dire d'où je viens. Je suis la fille que personne ne pourra plus jamais vendre. Et tout ce qu'on m'a volé, je le transforme aujourd'hui en force pour celles et ceux qui ne peuvent pas encore parler. Les veines retrouvées. Dehors, la ville bruise de bruits de moteurs, de rires, de cris d'enfants. Pour la première fois, Aïcha n'est plus une domestique, une marchandise ou un secret honteux. Elle est une femme debout, une voix. Ses veines, qu'on avait voulu oublier, pulsent d'une fierté nouvelle. Et dans le silence de sa petite chambre, elle murmure à son nounours, « On est à la maison maintenant. » Des années ont passé, et la rumeur de l'histoire d'Aïcha a fait le tour des associations. On l'invite maintenant dans des lycées, des radios communautaires, parfois à la télévision locale. Elle n'est pas célèbre, mais pour chaque enfant qu'elle aide à sortir d'une maison fermée, elle devient une héroïne silencieuse. Dans sa petite chambre, son nounours trône sur l'étagère, à côté d'un certificat de formation qu'elle a encadré. Elle reçoit parfois une lettre sans adresse claire, des mots griffonnés par sa mère restée là-bas, vieille, rongée par le remords. Aïcha les garde, mais ne répond pas. Elle ne veut pas oublier, ni pardonner pour de faux, elle veut transformer. Et dans chaque regard qu'elle croise, chaque jeune fille qui serre ses mots dans ses poings, Aïcha voit son propre reflet, une enfant qu'on ne vendra plus jamais. La dernière phrase de son journal intime, elle l'a écrite hier soir, avant de souffler sa lampe. Je n'ai plus peur du sang qui coule dans mes veines. Je suis ce que je choisis de devenir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.